Pour cette présentation, j'ai fait le choix de me focaliser sur le rôle du droit international dans le conflit israélo-palestinien. Alors je sais que le terme conflit fait aussi débat entre les disciplines, mais je vais y revenir. Pourquoi est-ce que nous, en droit international, on parle de conflit, mais j'y reviendrai plus loin. Avant de commencer, peut-être, je tiens à souligner qu'il faut aussi avoir en tête que le droit international, il est avant tout influencé par les acteurs politiques, donc les États, mais aussi les organisations internationales. Et pour nous, juristes, chercheurs en droit international, il est donc impossible de parler du droit international sans revenir sur l'importance des États en tant qu'acteurs politiques et de leur volonté à le faire respecter aujourd'hui dans le conflit. Parce que le droit international, ce n'est pas une personne, c'est un outil dans leurs mains, et donc son respect dépend avant tout de ce que les États veulent en faire et ce que les organisations internationales veulent en faire. Donc par conséquent, je commencerai peut-être par rappeler que le problème réside non pas dans l'absence d'un cadre juridique, parce que les règles aujourd'hui en droit international, elles existent, mais plutôt dans l'absence de volonté des États à faire respecter ce cadre juridique. Et quand je dis volonté des États, je parle avant tout aussi de l'Organisation des Nations Unies. Ce sujet, et encore plus depuis le 7 octobre, vous l'imaginez bien, il est un révélateur aussi de l'échec de notre ordre juridique international tel qu'il a été bâti depuis 1945 autour de la Charte des Nations Unies et du rôle central qu'il accorde aujourd'hui à seulement 5 États qui disposent d'un droit de veto au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est aujourd'hui l'organe qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce sujet, c'est aussi un révélateur de la fracture entre une partie de l'Occident, pas tout l'Occident, parce qu'on a des États comme l'Espagne ou l'Irlande, par exemple, qui sont un peu plus investis sur la question, et une large partie du monde, qu'on appelle parfois alors Sud global ou les Suds, qui, à travers la guerre aujourd'hui qui est menée par Israël à Gaza et en Cisjordanie, dénonce un deux poids, deux mesures. Mon propos, il va se décliner en 3 parties. Alors, je ne prétends pas à l'exhaustivité, donc si jamais vous avez d'autres questions, on pourra y revenir dans la discussion. Dans la première partie, je reviendrai sur le statut du territoire palestinien aujourd'hui, en droit. Dans la seconde partie, je reviendrai sur un point qui est très très souvent invoqué, mais pas que depuis le 7 octobre, c'est le présupposé droit à Israël à la légitime défense. Et enfin, dans une troisième partie, je reviendrai sur les mécanismes juridiques qui sont actuellement mobilisés par l'autorité palestinienne, mais qui l'étaient avant le 7 octobre. Et je m'intéresserai tout particulièrement à la Cour internationale de justice, qui a rendu cet été une décision historique sur le sujet, et à la Cour pénale internationale. Pour commencer donc, sur le statut du territoire palestinien en droit international, c'est l'article 42 du règlement de La Haye qui définit ce qu'est un territoire occupé. Je le cite, « Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie et l'occupation ne s'étend qu'au territoire où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer. » Le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit armé international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un conflit armé international, en droit international, il désigne soit les conflits qui opposent 2 ou plusieurs États, ce sont les guerres conventionnelles, soit les cas d'occupation militaire et de guerre de libération nationale ou de lutte contre la domination coloniale. Donc, l'occupation militaire, c'est un des conflits armés internationaux. On parle aussi du coup de conflit armé international parce que cette qualification, elle déclenche tout un système de protection, de règles de protection des populations occupées, donc qui sont censées être des populations protégées par le droit international, parce que c'est un conflit armé international. D'où l'importance en droit aujourd'hui de pouvoir avoir cette qualification juridique. Depuis 1967 et la guerre des 6 jours, donc la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza sont considérés comme des territoires occupés. Israël affirme à chaque fois que la bande de Gaza n'est plus un territoire occupé depuis qu'en 2005, elle a mis en œuvre un plan unilatéral de désengagement par Ariel Sharon et elle a retiré les colons qui étaient établis à Gaza et son armée. Toutefois, cette position d'Israël n'est pas valable en droit international et la Cour internationale de justice l'a réaffirmé cet été. Gaza reste un territoire occupé aujourd'hui selon le droit international. Elle commence par rappeler la Cour, et c'est intéressant de l'avoir en tête, qu'un territoire il est occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. Il faut donc que la puissance occupante exerce un contrôle effectif sur ce territoire, mais elle précise qu'il n'est pas nécessaire d'y maintenir une présence militaire physique permanente pour être considérée comme une puissance occupante, dès lors que
la puissance étrangère est en capacité d'imposer son autorité. Et c'est le cas à Gaza, et là la Cour elle donne toute une série d'exemples, mais on les a tous en tête. Aujourd'hui, Israël contrôle les frontières avec la bande de Gaza, elle contrôle qui entre et qui sort de Gaza, quelles marchandises sortent ou entrent à Gaza. Elle a aussi le contrôle des taxes sur les importations sur les exportations de Gaza vers l'étranger et les importations vers Gaza. Et la Cour précise même, je la cite, que cela est encore plus vrai depuis le 7 octobre, parce que, comme vous le savez, l'armée israélienne a été en capacité d'entrer très rapidement dans la bande de Gaza et aujourd'hui d'y être de manière permanente. L'occupation israélienne, elle est aussi reconnue par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, mais je ne reviens pas là-dessus. La poursuite de l'occupation militaire aujourd'hui israélienne, elle entrave directement le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination, c'est l'un des buts principaux de l'Organisation des Nations Unies et on a un certain nombre de textes aujourd'hui en droit international qui le protègent et le garantissent. Et ce droit, il implique que le peuple qui est empêché de s'autodéterminer puisse librement choisir son statut politique. La Cour internationale de justice, elle rappelle que c'est un des principes cardinaux du droit international aujourd'hui. Et, plus important encore, qu'il est opposable erga omnes, ça veut dire qu'il est opposable à tous les États, et donc que tous les États ont l'obligation de le faire respecter. Le droit à l'autodétermination, il est pleinement réalisé aujourd'hui si l'un des trois objectifs suivants est réalisé, soit le territoire non autonome, il est devenu un État indépendant et souverain, soit le territoire s'est librement associé à un État indépendant, soit le territoire s'est intégré à un État indépendant. Alors, dans le cas de la Palestine, souvent ce qui revient, c'est la solution à deux États, qui serait la concrétisation du droit à l'autodétermination. Ça, on pourra y revenir dans la discussion, c'est l'objet d'un débat entre solution à deux États, solution État binational, etc. En 2004, déjà, la Cour internationale de justice, elle reconnaît que les Palestiniens, en tant que peuple, bénéficient de ce droit et que toute action contre la préservation de l'unité, de la continuité et de l'intégrité du territoire palestinien constitue une violation flagrante du droit à l'autodétermination. Je vais revenir un peu plus longuement, mais aujourd'hui, ce que dit la Cour, c'est que le droit à l'autodétermination, il est empêché par l'occupation, mais encore plus précisément par la colonisation de peuplement qu'Israël impose. Le territoire qu'elle occupe constitue un crime de guerre. Et en janvier 2022, donc ça, ce sont parmi les derniers chiffres que l'on a, il y avait à peu près 1 million, il y a entre 800 000 et 1 million de colons qui sont établis en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, contre 3 200 000 Palestiniens. Les colons, aujourd'hui, représentent 13,8% de la population totale de Cisjordanie. Et depuis le début des années 2000, la colonisation a augmenté de 222%. Maintenant, très rapidement, peut-être revenir, parce que c'est toujours une question qu'on me pose, c'est la question du droit à la légitime défense d'Israël. Aujourd'hui, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui encadre le droit à la légitime défense. Je vous cite l'article. « Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. » Dès le 7 octobre, Israël a affirmé immédiatement qu'il avait un droit à la légitime défense à la suite des attaques opérées sur son sol par les groupes armés palestiniens. C'est une position qui est tout de suite défendue également par les chancelleries occidentales, États-Unis et France en tête. L'agression armée, parce que Israël affirme qu'elle a subi une agression armée, l'agression armée est caractérisée par le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. La CIJ précise qu'il peut s'agir des forces armées régulières d'un État, donc l'armée, ou de groupes armés non étatiques agissant au nom de cet État avec une telle gravité qu'ils équivalent aux forces armées régulières. Ce qui n'est pas le cas du Hamas, qui n'agit pas officiellement, en tout cas pour les chancelleries occidentales, au nom de l'État de Palestine, représenté donc sur la scène internationale par l'autorité palestinienne. Dès 2004, la Cour internationale de justice avait rappelé qu'Israël ne pouvait pas invoquer la légitime défense, car, et là je cite la Cour, l'article 51 de la Charte reconnaît l'existence d'un droit naturel de légitime défense en cas d'agression armée par un État contre un autre État. Toutefois, Israël ne prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un État étranger, Israël ne reconnaissant pas l'État de Palestine. La Cour note par ailleurs
qu'Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé. En conséquence, la Cour conclut que l'article 51 de la Charte est sans pertinence au cas particulier. En résumé, et c'est une position que la Cour a réitérée depuis, la Cour, elle exclut la possibilité d'invoquer la légitime défense dans les rapports entre Israël et le territoire palestinien occupé, mais plus largement dans les rapports entre toute puissance occupante et le territoire qui est empêché d'exercer son droit à l'autodétermination. Dès lors, la réponse armée qui est menée en ce moment à Gaza n'est pas licite d'un point de vue du droit international. Israël, au regard des attaques qu'il a subies sur son territoire, il avait le droit de prendre les mesures sur son propre territoire en vue de repousser l'attaque et de neutraliser les assaillants. C'est ce qu'il a fait. Cela relève du régime du maintien de l'ordre. Comme cela a pu aussi être le cas, par exemple, à Paris, quand il y a eu des attaques, tout ceci relève du régime du maintien de l'ordre, mais pas du recours à la légitime défense contre un autre État. Mais en revanche, il ne pouvait donc justifier du déclenchement des opérations militaires le lendemain contre la bande de Gaza et sa population. Et enfin, peut-être rappeler également que même s'il avait existé un droit à la légitime défense pour Israël, cela ne rend pas permis une opération militaire sans règles et sans limites, parce qu'une fois qu'on déclenche une guerre, les parties au conflit doivent respecter les principes fondamentaux du droit international humanitaire, donc du droit de la guerre et du droit international des droits de l'homme, notamment la double condition de nécessité et de proportionnalité. Donc ça, c'était pour la légitime défense. Marie, tu me dis si jamais sur le temps, Pour l'instant, tu peux y aller. Peut-être maintenant un peu plus longuement sur les mécanismes juridiques qui sont mobilisés. Alors moi, je m'intéresse plus particulièrement à ce que fait l'autorité palestinienne sur la scène internationale. En 2004, on a un avis fondateur de la Cour internationale dans le contexte de la construction d'un mur de séparation construit par Israël, qui empiète largement sur le territoire palestinien. La Cour rend un avis. Peu de gens s'attendaient à ce qu'elle aille aussi loin dans le détail, c'est-à-dire qu'elle fixe le cadre juridique inhérent à ce conflit. Elle revient sur la légitime défense, elle rappelle le droit à l'autodétermination, mais elle liste aussi toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme qu'Israël viole au quotidien. Et elle établit également les obligations juridiques pour la puissance occupante, mais aussi pour le reste de la société internationale. Et donc, depuis cette date, l'autorité palestinienne, dans un contexte où les accords d'Oslo ont été un échec, où il y a une seconde intifada qui est toujours en cours, elle décide de réfléchir, de mûrir une stratégie de recours au droit international et aux organisations internationales, pour parvenir à faire reconnaître l'État de Palestine sur la scène internationale. Parce que pour l'autorité palestinienne, son seul objectif, le seul objectif à son sens qu'elle porte aujourd'hui, c'est la solution à deux États sur les lignes de 1967. Avec cette stratégie, l'autorité palestinienne, elle vise trois objectifs. Elle veut faire condamner évidemment et mettre un terme à l'occupation militaire de la Palestine. Elle veut replacer la question palestinienne à l'agenda international, parce qu'avant le 7 octobre, vous voyez bien qu'à cette époque-là, c'était une question qui était complètement oubliée des chancelleries, mais aussi des organisations internationales. Et elle cherche enfin à renforcer la légitimité de la participation de la Palestine aux organisations internationales. Le processus j'appelle ça un processus donc de juridicisation, donc elle va recourir aux juridictions internationales en particulier pour faire valoir ses objectifs. Elle mobilise à la fois la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Je vais peut-être revenir sur la distinction entre les deux. Et cette stratégie, elle est actée officiellement en 2009. La Cour pénale internationale, peut-être pour commencer, c'est une organisation internationale qui est chargée de juger des individus accusés de crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression et crimes de génocide, au regard du statut de Rome signé en 1998. La CPI, et c'est là la différence avec la CIJ, la Cour internationale de justice, elle ne juge que des individus, elle ne juge pas des États. Et elle a pour objectif d'établir donc des responsabilités pénales individuelles pour, et ça c'est son objectif qui est inscrit dans son mandat, lutter contre l'impunité. Il y a actuellement 124 États partis à la Cour. Je vous le disais, c'est donc en janvier 2009 que l'autorité palestinienne saisit pour la première fois la Cour pénale internationale.
Ça intervient dans un contexte particulier. À l'hiver 2008-2009, il y a une guerre qui est menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, qui fait plus de 1500 victimes palestiniennes. Et donc, ce que disent officiellement, en tout cas les dirigeants de l'autorité avec qui j'ai discuté, à ce moment-là, ils prennent conscience que toutes les négociations n'aboutiront pas. Et donc, ils décident, 3 jours seulement après la signature, la conclusion d'un cessez-le-feu, de saisir la Cour pénale internationale en soumettant une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour. Mais à ce moment-là, la Palestine n'est pas membre de la Cour pénale internationale et elle ne dispose pas d'un statut étatique au sein des Nations Unies. Le procureur de l'époque, Moreno Ocampo, il réalise donc un examen pour voir si la demande de la Palestine est recevable ou pas, selon les critères qui sont fixés par le statut. Et en avril 2012, donc plus de 3 ans après la première saisine de la Palestine, il clôture son examen et il dit « Je ne suis pas compétent pour ouvrir une enquête dans la situation en Palestine ». En revanche, et c'est ce qui est plutôt intéressant dans sa décision, c'est qu'il ne ferme pas la porte à une adhésion de la Palestine. Il dit à la Palestine « Vous avez 2 options. Soit vous clarifiez votre statut étatique à l'Assemblée générale des Nations Unies, soit vous saisissez l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale qui, elle, peut se prononcer sur votre adhésion ou non. » C'est ce que fait finalement immédiatement après l'autorité palestinienne, parce que le 29 novembre 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies octroie le statut d'État non-membre observateur à la Palestine. La Palestine n'est pas un État membre des Nations Unies, elle est un État non-membre, parce que pour être un État membre, il faut aussi passer le filtre du Conseil de sécurité. Et là, évidemment, c'est ce qu'on a vu encore plus récemment, les États-Unis mettent leur droit de veto pour empêcher l'adhésion de la Palestine. Cependant, pour la CPI, une simple adhésion en tant qu'État non-membre suffirait pour que la Palestine puisse revenir à la CPI. Et les conséquences juridiques de ce statut sur la scène internationale sont importantes parce que désormais, la Palestine, elle peut adhérer à tous les traités et toutes les organisations internationales qui ont pour dépositaire le secrétaire général des Nations Unies. Et c'est le cas du statut de Rome. Et donc, le 1er janvier 2015, là encore, toujours dans un contexte où une nouvelle opération militaire israélienne avait eu lieu à Gaza à l'été 2014, la Palestine, elle dépose une déclaration reconnaissant la compétence de la Cour au sujet de crimes qui auraient été commis sur son territoire depuis le 13 juin 2014. Et le 1er avril 2015, la Palestine devient officiellement le 123e État partie à la Cour pénale internationale. Et contrairement à ce que disent les juges de la Cour, d'un point de vue juridique, comme seuls les États peuvent adhérer au statut de Rome, cela signifie que la CPI reconnaît la Palestine comme un État. Et d'ailleurs, dans les communications maintenant de la Cour, c'est l'État de Palestine qui est mentionné. Entre-temps, la procureure de l'époque, Fatou Bensouda, elle ouvre un nouvel examen préliminaire. Et le 20 décembre 2019, elle annonce que tous les critères sont réunis, tous les critères qui sont définis par le statut de Rome sont réunis pour ouvrir une enquête, et qu'il existe d'après elle une base raisonnable de croire que des crimes de guerre ont été commis ou sont en train d'être commis en Palestine, à la fois par des dirigeants israéliens et des dirigeants des groupes armés palestiniens. Elle dit cependant qu'au regard, je la cite, du caractère unique de la situation en cause, et afin de légitimer sa décision, elle saisit les juges de la chambre préliminaire de la Cour pour confirmer la compétence territoriale de l'enquête, pour déterminer sur quel territoire l'enquête peut se mener. Et les juges de la Cour disent en 2021 que cette compétence s'étend évidemment à tout le territoire palestinien occupé, de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza. Et donc l'enquête ouvre formellement en mars 2021. Cependant, entre mars 2021 et les attaques du 7 octobre, il ne s'est rien passé dans l'enquête en Palestine. Aucune communication du procureur. Entre-temps, on a un nouveau procureur qui est arrivé, Karim Khan, et donc pas d'enquête. On avait même une crainte que le dossier soit dépriorisé, parce que quand on regarde les budgets qui ont été alloués par la Cour avant le 7 octobre sur les dernières années, le dossier palestinien, sur les 10 enquêtes prioritaires, c'est l'enquête qui dispose du budget le plus petit, moins d'1 million d'euros annuels. Et à cette époque, seule une personne était dédiée au sein du bureau du procureur à cette enquête. C'est la séquence finalement ouverte le 7 octobre et avec le bilan catastrophique de victimes civiles à Gaza qui ont contraint le procureur à reprendre en main ce dossier.
le 20 mai dernier, donc entre-temps, il se rend notamment en Égypte, il se rend dans le sud d'Israël, il se rend également à Ramallah en Palestine, et il rencontre des victimes et les dirigeants palestiniens. Et le 20 mai dernier, donc, le procureur demande à la chambre préliminaire 1 d'émettre des mandats d'arrêt contre 5 personnes, 3 hauts dirigeants du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui a été entre-temps tué par Israël, Mohamed Deif, qui est le commandant de la branche armée du Hamas, et Yahya Sinwar, qui est lui le chef du mouvement du Hamas dans la bande de Gaza. Côté israélien, 2 personnes sont ciblées, pas n'importe lesquelles, Yoav Gallant, le ministre de la Défense, et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Et c'est là que c'est encore plus intéressant, c'est que contrairement à ce qui avait été annoncé lors de l'ouverture de l'enquête, le procureur va au-delà des crimes de guerre. Il estime que des crimes contre l'humanité sont également commis aujourd'hui dans ce conflit. Alors pour les dirigeants du Hamas, les charges qui sont invoquées par le procureur portent à la fois sur les attaques du 7 octobre et sur la prise d'otages. Et pour les dirigeants israéliens, les requêtes portent sur les opérations à Gaza depuis le 8 octobre. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que aucun des crimes potentiellement commis en Cisjordanie, notamment la colonisation, ne sont invoqués dans les charges. En fait, tout ce qui a pu se passer avant le 7 octobre n'est pas retenu dans les charges du procureur, qui déclare à ce titre qu'il ne ferme pas la porte à d'éventuelles mises en accusation par la suite sur ces questions. Peut-être, mais très, très rapidement, pour les charges qui sont invoquées contre les 2 dirigeants israéliens, il y a notamment le fait d'affamer délibérément des civils, c'est un crime de guerre, de causer intentionnellement des grandes souffrances, de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé des Palestiniens, de causer des traitements cruels, l'extermination, la persécution, etc. Et le procureur, il explique que les crimes contre l'humanité commis par les dirigeants israéliens, je le cite, s'inscrivait dans le prolongement d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile palestinienne dans la poursuite de la politique d'un État, donc Israël. Pour justifier son propos, Karim Khan fait notamment référence au siège complet qui a été imposé à Gaza, les entraves à l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'aide humanitaire, affirmant que tout ceci est une punition collective qui est aujourd'hui infligée à la population palestinienne à Gaza, et que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant sont, je cite, 2 des personnes portant la plus lourde responsabilité dans cette situation. Désormais, il appartient, mais peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion, aux juges de confirmer ou pas, ou d'infirmer les demandes de mandat d'arrêt, et ils peuvent aussi tout à fait retirer certaines charges du dossier s'ils le décident. Ce nouveau rebondissement là dans l'enquête, il est intéressant parce que ça tombe dans une période où Israël est acculé de toutes parts juridiquement, je vais revenir juste après, par la CPI donc, mais aussi par la Cour internationale de justice, par un certain nombre d'organes des Nations Unies, mais aussi par les tribunaux nationaux qui sont saisis de plaintes contre des soldats binationaux. Et surtout, si les juges venaient à émettre les mandats d'arrêt, les États parties, donc les 124 États parties à la Cour, ont une obligation de coopérer avec la Cour. Et donc, si par exemple, demain, Benjamin Netanyahou venait à voyager dans un des États membres, théoriquement, il serait contraint de procéder à son interpellation et à son transfert à la Cour. Et ça acte donc finalement l'isolement international de Benjamin Netanyahou. Et en ce sens, très récemment, 93 États parties à la Cour, dont la France, ont affirmé conjointement dans une déclaration leur soutien au travail de la Cour et de son procureur. Je ne reviens peut-être pas sur les conséquences pour l'émission des mandats d'arrêt contre les leaders du Hamas parce qu'elles sont beaucoup moins significatives parce que simplement, en fait, ces dirigeants-là, ils ne se déplacent dans aucun État parti à la Cour. Par exemple, l'Iran, la Turquie, etc. Ce sont des États qui ne sont pas partis à la Cour pénale internationale. Sur la Cour internationale de justice, maintenant, la Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Son objectif, ce n'est pas de juger des individus, mais elle a 2 fonctions. Elle a une fonction consultative, c'est-à-dire qu'elle va rendre des avis afin d'éclairer les organes des Nations Unies sur des points de droit international. Et sa deuxième fonction, c'est une fonction contentieuse, donc elle est là pour trancher des différends entre des États qui l'auraient saisi. Cet été, la Cour internationale... Alors, peut-être juste pour très rapidement, il y a actuellement une cascade de procédures juridictionnelles devant la Cour.
L'Afrique du Sud a déposé une requête introductive d'instance contre Israël pour une violation de la Convention contre le génocide. Le Nicaragua a aussi déposé une requête contre l'Allemagne pour complicité de crimes de génocide. L'autorité palestinienne, la Palestine, avait déposé en 2018 une requête auprès de la Cour contre les États-Unis à la suite du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et la Cour s'était déjà prononcée dans des avis à plusieurs reprises sur ce conflit. Et donc cet été, la Cour a rendu un nouvel avis consultatif, 20 ans après celui qu'elle avait rendu dans l'affaire du mur. Et cet avis, il est historique parce que la Cour va encore plus loin que ce qu'elle avait dit en 2004. Elle répond à 3 questions. Je vais revenir sur ces 3 questions. Premièrement, elle revient sur la question de la politique de colonisation de l'État d'Israël. Ensuite, elle revient sur la question de l'annexion du territoire palestinien. Et enfin, elle revient sur l'adoption par Israël de lois et de mesures discriminatoires à l'encontre du peuple palestinien. Et en répondant à ces 3 questions, elle va en tirer une conclusion en disant, au regard de cette situation, Israël est aujourd'hui en mesure d'annexer, et a annexé une large partie du territoire palestinien et risque d'entraver de manière permanente le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Sur la politique de colonisation, ce que dit la Cour, mais elle le disait déjà à l'époque et tout le monde le dit, c'est qu'Israël viole aujourd'hui l'article 49 de la 4e Convention de Genève. Et la Cour dit qu'elle estime qu'en poursuivant ces pratiques, Israël encourage le transfert d'une partie de sa population civile dans des avant-postes, dans des colonies, situées en Cisjordanie en violation de cet article. Pour cela, elle fait comme ont pu le faire un certain nombre d'organes au sein des Nations Unies. Elle rappelle qu'Israël dépense des milliards de dollars chaque année pour construire des infrastructures pour les colons et pour encourager l'expansion des colonies, les routes, les réseaux d'eau, les systèmes de communication, les établissements d'enseignement et de soins de santé sont directement financés par l'État israélien pour les colonies. Ensuite, elle donne un certain nombre d'exemples à l'égard des conséquences que cela entraîne pour la population palestinienne. Cela entraîne la confiscation et la réquisition des terres. Depuis 1967, 2000 km² de terres ont été expropriés en zone C. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, la Cisjordanie est coupée en 3 zones. 3 zones qui ont été établies dans le cadre des accords d'Oslo et qui sont plus opérantes aujourd'hui, puisqu'Israël intervient partout. Il y a la zone A, ce sont les 6, je crois que c'est 6, c'est ça, plus grandes villes en Palestine qui sont censées être sous le contrôle civil et militaire palestinien. En réalité, c'est Israël aujourd'hui encore qui les contrôle. La zone B, qui est sous contrôle civil palestinien, mais sous contrôle militaire israélien. Et la zone C, qui est sous contrôle civil et militaire israélien. Et donc, en zone C, 2000 km² de terres ont été expropriées depuis 1967. La Cour rappelle que la plupart de ces terres ont été allouées au profit des colonies, alors même que le droit international rappelle que la propriété privée en temps d'occupation doit être respectée et ne peut être confisquée. Cette interdiction, elle est inconditionnelle et elle ne souffre d'aucune exception. Deuxième conséquence, l'exploitation des ressources naturelles palestiniennes. Aujourd'hui, ce que dit la Cour, c'est que d'abord la zone C, c'est la zone qui est la plus riche en ressources naturelles aujourd'hui en Palestine, et c'est étonnamment la zone qu'Israël sait accaparer. Et des éléments attestent qu'aujourd'hui, Israël exploite ses ressources naturelles, notamment l'eau et les minéraux, au profit de sa propre population, en lésant la population palestinienne, voire en la privant totalement de ses ressources. Tous les rapports de l'ONU sur la question confirment qu'Israël donne la priorité aux colonies pour l'approvisionnement en eau notamment, et que ça engendre un certain nombre de pénuries pour toutes les communautés palestiniennes. Aujourd'hui en Palestine, vous avez très fréquemment des coupures d'eau, et donc les Palestiniens sont obligés d'avoir des sortes de bidons d'eau que vous voyez sur les toits pour pouvoir disposer d'un minimum d'eau. La Cour, et là je la cite, considère qu'en restreignant gravement l'accès de la population palestinienne à l'eau disponible dans le territoire palestinien occupé, Israël agit de manière contraire à l'obligation qu'il a d'assurer un approvisionnement en eau qui soit approprié sur le plan de la quantité autant que de la qualité. Troisième conséquence, c'est l'extension de la législation israélienne. Normalement, le droit international impose à la puissance occupante, sauf empêchement absolu, de respecter le droit local en vigueur avant le début de l'occupation. Sauf qu'Israël, aujourd'hui, a étendu l'application de sa législation à la Cisjordanie,
En fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle souvent d'apartheid, on a 2 droits qui sont imposés en Cisjordanie. Je mets de côté Jérusalem-Est, mais les colons israéliens dépendent des tribunaux civils israéliens, tandis que les Palestiniens de Cisjordanie dépendent des tribunaux militaires israéliens. Leur vie est régie par un certain nombre d'ordres militaires, qui va par exemple de l'interdiction de manifester sans l'autorisation du commandant israélien qui commande dans la zone. Ça va à l'interdiction parfois à l'accès à certaines villes, certains villages, à des routes qui peuvent être barrées. Et donc toute la vie des Palestiniens en Cisjordanie aujourd'hui est placée sous ce droit militaire. Et donc la Cour rappelle que c'est contraire finalement au droit, au fait que la puissance occupante doit absolument respecter le droit en vigueur qui prévalait avant 1967. Enfin, une autre conséquence, le déplacement forcé de la population palestinienne, du fait de la confiscation à grande échelle aujourd'hui des terres de Palestiniens et de l'empêchement de l'accès aux ressources naturelles, la population locale est privée de ses moyens de subsistance fondamentaux et est donc très souvent forcée, poussée au départ. Et il y a un chiffre qui a été donné très récemment, voilà, entre juin 2022 et mai 2023, plus de 1000 Palestiniens ont été déplacés de force à la suite de la démolition, de la confiscation ou de la mise sous scellé de leurs biens par les autorités israéliennes. Pourtant, en droit international, il n'y a que 2 motifs qui peuvent justifier une telle évacuation. C'est lorsque la sécurité de la population occupée l'exige ou pour d'impérieuses raisons militaires. Mais la Cour, ce qu'elle dit très clairement, c'est que toutes ces expulsions et ces démolitions sont liées à la politique de colonisation qui elle-même est illicite. Donc, les déplacements forcés de la population palestinienne ne peuvent être justifiés par des motifs légaux. Enfin, dernier exemple sur la question, la Cour fait mention de toutes les violences que les Palestiniens subissent au quotidien. Elle rappelle que la politique de colonisation entraîne forcément des actes de violence commis contre les Palestiniens, à la fois par les colons, mais aussi par les forces de sécurité israéliennes. La Cour note un accroissement des actes commis par les colons contre les Palestiniens que les autorités israéliennes manquent de prévenir ou de punir. Certaines agressions se font souvent à proximité des forces de sécurité israéliennes qui n'interviennent pas, voire qui viennent prêter main forte aux colons. Aujourd'hui, la probabilité qu'un Israélien auteur d'une agression en Cisjordanie soit inculpé est nettement moins élevée lorsque la victime est palestinienne. Enfin, aujourd'hui, et c'est aussi les mots de la Cour, le fait que les victimes aient difficilement accès à la justice et à des recours efficaces favorise, je cite, un climat général d'impunité. Et la Cour, dans cette décision, rappelle aussi que les femmes et les filles palestiniennes en particulier subissent des violences fondées sur le genre qui se manifestent par un usage excessif de la force à leur encontre, des sévices tels que des violences physiques, psychologiques, verbales, des actes de harcèlement sexuel commis à la fois par les membres des forces de sécurité israéliennes et par les colons. Ça, c'est sur la colonisation. Maintenant, sur la question de l'annexion du territoire palestinien. Alors, l'annexion, selon la Cour, c'est le fait pour la puissance occupante d'acquérir par la force le territoire qu'elle occupe, c'est-à-dire de l'intégrer au sien, à son territoire. L'annexion, ça présuppose donc l'intention de la puissance occupante d'exercer un contrôle permanent sur le territoire occupé. Pourtant, l'occupation militaire en droit international, elle est censée être temporaire et justifiée par des nécessités militaires. Donc, par exemple, à l'issue d'une guerre entre 2 États, un des États occupe provisoirement l'autre territoire et ensuite se retire. Sauf que la Cour, et c'est ce que je viens de vous dire, note que le comportement d'Israël en Palestine, je la cite, traduit une intention d'exercer un contrôle permanent sur les territoires occupés, ce qui peut constituer un acte d'annexion. Et là, la Cour, de nouveau, elle va lister une série d'actes qui démontrent cette annexion. Elle parle d'abord évidemment de Jérusalem-Est. Depuis 1967, Israël applique à Jérusalem-Est, à l'encontre de la population locale, son droit interne. Donc un Palestinien à Jérusalem-Est, il dépend des tribunaux israéliens. Une loi fondamentale qui a été adoptée par Israël en 1980, qui fait de Jérusalem-Est une partie de la capitale israélienne. Une autre loi fondamentale a été adoptée, la loi fondamentale en Israël, c'est l'équivalent de la Constitution. Une autre loi fondamentale a été adoptée en 2018, la fameuse loi Israël, l'État-nation du peuple juif, qui réaffirme que Jérusalem fait partie du territoire israélien et proclame Jérusalem entière et unifiée capitale d'Israël. Enfin, la loi fondamentale de 1950 sur les biens des absents,
c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, elle a facilité la confiscation des biens appartenant à des Palestiniens et aux fins finalement de l'expansion donc des colonies israéliennes à Jérusalem-Est. Aujourd'hui, 230 000 colons vivent à Jérusalem-Est dans 14 colonies. Comme Israël considère que Jérusalem fait partie de son propre territoire, et ça c'est la Cour qui le dit, il considère les Palestiniens qui y résident comme des étrangers et leur impose de détenir un permis de résidence en cours de validité. Je vais y revenir. En Cisjordanie, aujourd'hui, ce qui caractérise l'annexion, c'est d'abord le fait que, par exemple, les constructions palestiniennes sont totalement interdites dans 70% de la zone C et strictement limitées dans les 30% restants. Aujourd'hui, moins de 1% de la zone C est mise à disposition des Palestiniens aux fins de la construction de logements et d'infrastructures. Elle parle encore une fois de l'accentuation des colonies, de la pratique d'Israël qui consiste à exploiter les ressources naturelles et évidemment, donc, ce que je vous disais, de l'extension d'un droit militaire. Et donc, et là je vais citer le passage de la Cour qui est très important, compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis que les politiques et pratiques d'Israël, notamment le maintien et l'extension des colonies, la construction d'infrastructures connexes, dont le mur, l'exploitation des ressources naturelles, la proclamation de Jérusalem en tant que capitale d'Israël, etc., renforcent le contrôle d'Israël sur le territoire palestinien occupé. Ces politiques et pratiques sont destinées à rester en place indéfiniment et à créer sur le terrain des effets irréversibles. En conséquence, la Cour estime qu'elles équivalent à une annexion de vastes parties du territoire palestinien. Elle estime que le fait de tenter d'acquérir la souveraineté sur un territoire occupé, ainsi que cela ressort donc des politiques israéliennes, est contraire à l'interdiction de l'emploi de la force dans les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition de territoire par la force. Ça, c'est sur l'annexion. Et enfin, la Cour se prononce, et ce qu'elle n'avait pas fait en 2004, sur la question des discriminations à l'encontre des Palestiniens. La discrimination en droit international, elle renvoie à la notion de traitement différencié entre les personnes selon qu'elles appartiennent à tel ou tel groupe. Là, en l'occurrence, c'est le groupe palestinien. La Cour, donc, quand elle dit qu'il y a une discrimination, elle va d'abord vérifier qu'il existe un traitement différencié entre les groupes, puis dans un second temps, parce qu'il est quand même possible parfois d'avoir un traitement différencié, mais dans un second temps, elle va rechercher si cette différence de traitement est justifiée, c'est-à-dire si elle est raisonnable et objective, et répond à un objectif légitime d'intérêt public. Et là, la Cour va prendre plusieurs exemples et déterminer s'il s'agit de discrimination ou pas. Premier exemple, donc je reviens là-dessus, les permis de résidence que les Palestiniens doivent avoir quand ils vivent à Jérusalem-Est. Les citoyens israéliens et juifs non israéliens, ils peuvent résider sans restriction aujourd'hui à Jérusalem-Est. En revanche, tous les autres résidents, donc les Palestiniens, sont considérés comme des étrangers vivant sur le territoire israélien. Ils ne peuvent résider à Jérusalem-Est que s'ils disposent d'un permis de résidence en cours de validité. Et depuis 1995, les Palestiniens, pour conserver leur permis de résidence, ils doivent prouver que leur lieu de vie principal est demeuré à Jérusalem-Est pendant les 7 dernières années. Le ministre de l'Intérieur israélien, qui délivre ces permis, il a un large pouvoir discrétionnaire, donc à tout moment il peut révoquer ce permis. Et souvent, quand il révoque un permis d'un Palestinien, le motif invoqué, c'est le manquement à l'obligation de loyauté due à Israël. Selon les Nations Unies, depuis 1967, plus de 14 500 Palestiniens de Jérusalem-Est ont perdu leur statut de résident. Ça, c'est pour Jérusalem-Est. Donc pour la Cour, il y a une discrimination évidente entre les Palestiniens et les Israéliens. Sur la situation des Palestiniens du reste de la Cisjordanie, en principe, il leur est interdit de résider à Jérusalem-Est, ce qui a souvent un effet préjudiciable sur le regroupement familial. Donc par exemple, un Palestinien de Jérusalem-Est qui épouse une Palestinienne qui habite à Ramallah ou à Bethléem, elles ne peuvent pas se réunir à Jérusalem-Est. Donc ils vont tous souvent vivre en Cisjordanie. Et donc ça, pour la Cour, c'est un traitement différencié qui est imposé par Israël et qui n'est pas justifié car il ne répond pas à un objectif légitime d'intérêt public. Je ne reviens pas sur les restrictions à la liberté de circulation, mais là encore une fois, la Cour liste l'ensemble des restrictions que les Palestiniens subissent, notamment tous les obstacles à la circulation, les points de contrôle, les checkpoints, les barrages routiers. Là, depuis le 7 octobre, à l'entrée de toutes les villes et villages palestiniens, des portes, je ne sais pas comment ils appellent ça des gates, sont installées à l'entrée des villes palestiniennes et au gré de l'actualité, des envies de l'armée israélienne, les portes peuvent être fermées et donc en fait toute une ville peut être bloquée avec les Palestiniens qui ne peuvent pas en sortir avec les véhicules.
Et rien ne peut rentrer non plus. Pareil, la Cour parle des démolitions de biens, les démolitions punitives. Aujourd'hui, lorsqu'un Palestinien fait une attaque contre un Israélien en Israël contre des colons, c'est la maison de la personne est rasée, détruite, sauf que souvent, dans cette maison, il y a des familles, des enfants qui y vivent, et donc la Cour parle de punition collective qui est contraire au droit international. Et enfin, sur ces discriminations, ce qui est la nouveauté et ce qui va permettre de renforcer un certain nombre d'ONG qui mettent en avant depuis un certain nombre d'années, c'est la question de la ségrégation raciale et de l'apartheid. C'est l'article 3 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui, je cite, dit « Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. » Donc, ségrégation raciale et apartheid. Et là, la Cour dit que les politiques et les pratiques appliquées par Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est opèrent une séparation entre les Palestiniens et les colons. Séparation physique d'abord, avec une fragmentation de la Cisjordanie, un encerclement des communautés palestiniennes dans des enclaves, un système de permis de résidence, une utilisation de réseaux routiers distincts, etc., qui ont pour effet de maintenir les communautés palestiniennes physiquement isolées les unes des autres et séparées des colons. Et enfin, une séparation juridique, je ne reviens pas là-dessus, donc, entre les colons et les Palestiniens. Et donc, la Cour dit qu'au regard de ces lois et de ces mesures qu'impose Israël aux Palestiniens, qui impose donc une séparation, elle considère pour cette raison que Israël viole l'article 3 de la Convention. Donc, Israël met en place un régime d'apartheid aujourd'hui en Palestine. Et donc, tout ceci a des conséquences très directes sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Mais ça, c'est quelque chose qui continue depuis 2004, mais que la Cour finit par répéter. Et elle dit que le caractère prolongé des politiques et pratiques illicites d'Israël aggrave la violation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Et en conséquence, toutes ces politiques qui se poursuivent déjà depuis des décennies, le peuple palestinien, je la cite, a été privé de son droit à l'autodétermination pendant une longue période, et toute prolongation supplémentaire de ces politiques et pratiques compromet l'exercice de ce droit à l'avenir. Et donc, finalement, tout le raisonnement de la Cour vise à affirmer à la fin que le peuple palestinien, aujourd'hui, est empêché de s'autodéterminer. Je regarde, il me reste peut-être une minute, peut-être, juste pour conclure. Je regarde où est-ce que... Oui, pardon. Et donc là, la seconde conséquence au-delà de l'autodétermination, c'est sur le statut même de l'occupation. Et c'est là que c'est complètement différent par rapport à 2004. Là, la Cour, elle dit que l'ensemble des politiques et des pratiques d'Israël font un obstacle au droit à l'autodétermination et violent le principe de la non-acquisition d'un territoire par la force, et que ces deux effets font que ça rend qu'on est face à une situation qui est probablement irréversible, parce que pour l'instant, Israël n'a aucunement l'intention de se retirer du territoire palestinien et affirme même le contraire quand on entend les propos d'un certain nombre de dirigeants israéliens. Et donc, ce que dit la Cour, c'est que par voie de conséquence, ces politiques et pratiques ont entraîné des changements dans le caractère physique, le statut juridique, la composition démographique et l'intégrité territoriale du territoire palestinien occupé, et que les 10 changements manifestent une intention de créer une présence israélienne permanente et irréversible dans le territoire palestinien. Et la conséquence de tout ça, c'est que la Cour donc rappelle à Israël qu'elle a un certain nombre d'obligations juridiques, mais ce qu'elle dit, c'est qu'Israël n'est pas le seul État à être concerné par le problème. Chaque État, et encore plus le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, ont une responsabilité pour faire cesser l'occupation militaire et pour permettre au peuple palestinien de s'autodéterminer. Et je vais en rester là. Merci beaucoup, Insaf, pour cette présentation extrêmement détaillée et claire. Du coup, peut-être que je vais commencer par poser quelques questions et puis après on ouvrira à l'auditoire. Donc, ouais, je suis un peu néophyte, je ne suis pas du tout juriste, donc je vais poser des questions peut-être très générales. Comment tes hypothèses de thèse, du coup, elles se sont confirmées depuis le 7 octobre et en fait, est-ce que ça a changé ta pratique de juriste concrètement dans l'ordre international que tu nous as décrit, qu'est-ce qui manquerait en fait pour faire appliquer les sanctions du droit international d'après toi? Quels seraient les recours en fait, et les outils juridiques? Est-ce que tu as des éléments par rapport à où est-ce qu'on en est au niveau de l'émission des mandats d'arrêt en fait, auprès de la CPI concernant Netanyahou? Et aussi, en fait, comment ça se passe dans le cadre où les accusés sont assassinés, comme dans le cadre, pour ce qui est de Hamni, en fait. Est-ce que tu as aussi des éléments sur Karim Khan? Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il a été nommé, lui, au bureau du procureur de la CPI?
Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des menaces en fait, de la part du gouvernement israélien et de ses alliés pour faire pression sur la CPI? Est-ce que ça a un impact sur le travail d'enquête de la CPI, notamment sur ces affaires? Et est-ce que le changement de statut de la Palestine au sein de l'ONU a des conséquences sur la stratégie internationale plus globale des diplomates et sur la reconnaissance d'un État en fait, de Palestine? Merci Mariette. Alors, je vais prendre un par un. Si j'oublie notamment sur la fin, tu me redis. Alors, c'est vrai. Je pense que c'est la question que je me pose le plus depuis la nouvelle séquence là, qui s'est ouverte depuis le 7 octobre. En fait, moi, avant le 7 octobre, je travaillais sur un sujet de niche, c'est-à-dire que plus personne ne parlait du conflit. Plus personne ne s'y intéressait. Je parle dans le milieu académique, parce qu'au-delà, vous le savez tous et toutes, c'était pas du tout un sujet qu'on évoquait dans nos médias. Et c'était un vrai sujet de niche. Et là, depuis le 7 octobre, en fait, tout le monde se met à parler de la Palestine. Donc on a des pseudo-experts également qui commencent à s'immiscer sur ce sujet. Mais plus personnellement, effectivement, il y a eu un impact dans la manière dont je perçois le droit international. En fait, le droit international, c'est un ordre juridique qui s'est bâti en 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est bâti autour d'une organisation internationale que sont les Nations Unies. Et à l'époque, quand cette charte est écrite et quand l'organisation est créée, elle a été créée par 51 États, qui étaient principalement des États occidentaux et des puissances impériales, qui étaient la France, qui était présente en Afrique, qui était présente au Moyen-Orient, le Royaume-Uni, etc. Donc toutes ces puissances-là, elles ont créé entre elles cet ordre juridique international. Et au milieu de cet ordre, ils ont placé le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été créé à cette époque, avec un outil très puissant qui est le droit de veto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 5 États, qui ne sont peut-être même plus représentatifs de l'ordre international qu'on connaît, qui ont un droit de décision sur la vie de millions de personnes dans le monde. Donc notamment des Palestiniens en l'occurrence. Et les années 1960-1970, elles ont finalement tenté de bousculer un peu cet ordre juridique parce que c'est la période où on a une phase de décolonisation massive en Afrique et en Asie principalement, mais avant même aussi ça en Amérique latine. Et donc tous ces États arrivent massivement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et eux, ils se disent, il n'y a pas de raison qu'on doive dépendre d'un ordre que l'on n'a pas créé et pour lequel on avait même été soumis. Et donc ils vont tenter de bousculer un peu les choses à l'Assemblée générale, qui est un organe un peu plus représentatif, puisque c'est un État, un vote, et ils vont mettre à l'agenda international la question du droit à l'autodétermination des peuples. C'est ce qu'ils vont faire, et c'est ce qu'ils continuent d'essayer de faire. Chaque année, l'Assemblée vote une résolution rappelant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Toutefois, et c'est là le vrai problème, et c'est là que je me questionne encore, c'est que cet ordre juridique international, il n'a pas tant évolué que ça, parce que l'Assemblée générale, elle n'a finalement pas beaucoup de moyens face au Conseil de sécurité, qui finalement décide de presque tout, d'une intervention militaire, de la licéité d'une intervention militaire, qui décide des sanctions que pourraient être adoptées contre un État, qui peut décider de saisir la Cour pénale internationale, etc. Donc, qui peut même créer des tribunaux internationaux, comme il a pu le faire pour le Rwanda et le Kosovo. Donc il y a eu un impact sur finalement la posture critique à adopter dans ce contexte, en remettant finalement en question cet ordre. Mais là où je vais être un peu plus nuancée peut-être, c'est que, comme je le disais dans mon introduction, c'est que le droit international, c'est pas une personne aujourd'hui. Donc tous ces États nouveaux qui ont été décolonisés, ils ont réussi à s'imposer dans le jeu international difficilement. Ils ont adopté un certain nombre de conventions internationales, les conventions de Genève notamment, et le droit international, il donne les outils. Aujourd'hui, le droit international, il est très clair sur la situation en Palestine. Le seul problème, encore une fois, c'est l'ordre qui est établi, donc le Conseil de sécurité, et donc les acteurs politiques qui pourraient faire en sorte de garantir ce droit international. Et c'est ça le problème véritable aujourd'hui. Et donc ça m'amène à ta question sur les sanctions. Parce que souvent on nous dit ah mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a l'impression que c'est un conflit qui perdure et qui est insoluble. Mais en fait les leviers ils existent, ils sont diplomatiques tout d'abord. On peut tout à fait, comme on a fait avec certains États, rompre nos relations diplomatiques ou suspendre une partie de nos relations diplomatiques. On peut adopter des sanctions économiques, on peut adopter un embargo militaire. Donc il y a un certain nombre de leviers, mais toutes ces sanctions, elles doivent être soit adoptées par le Conseil de sécurité, et ça ne sera jamais le cas en l'occurrence tant que il y aura le droit de veto, ou alors, dans ces cas-là, au niveau bilatéral, ou au niveau, par exemple, régional. L'Union européenne a un certain nombre d'accords aujourd'hui économiques et commerciaux avec Israël. Elle pourrait tout à fait en suspendre une partie ou menacer de le faire. Certains États plaident pour ça, dont l'Espagne, mais pareil, jusqu'à présent, l'Union européenne ne répond pas présente sur cette question-là. Je crois que ta question suivante, c'était sur... Ah oui, pour la CPI, c'est ça? C'est le mandat d'arrêt. Ok, où est-ce qu'on en est? Quand quelqu'un est assassiné, du coup.
Alors, en fait, à la Cour, on ne juge pas in abstintio, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de procès en l'absence de la personne. Et Haniyeh, il a été tué à Téhéran cet été par l'armée israélienne. Et donc, le procureur a retiré tout simplement sa demande de mandat d'arrêt contre lui. Et à ce stade, il y a 4 demandes de mandat d'arrêt. Où on en est, ce qui est assez compliqué à comprendre, c'est que le procureur, il demande des mandats d'arrêt. Il n'émet pas lui-même les mandats d'arrêt. Donc, il fait sa demande, il liste toutes les charges qu'il aimerait retenir contre les personnes, et il les transmet à la chambre préliminaire, qui est composée de 3 juges. En ce moment, dont un juge français qui siège dans cette chambre. Et c'est eux qui vont décider ou non l'émission des mandats d'arrêt. C'est assez historique parce que jamais ça n'était arrivé, je pense, dans l'histoire de la CPI. Le 9 septembre dernier, le procureur a fait une déclaration appelant la Chambre à se prononcer au plus vite parce que ça fait déjà depuis le 20 mai dernier qu'il attend une réponse de la Cour. Donc il y a eu un peu une pression de la part du bureau du procureur, qui est pourtant pas le militant pro-palestinien par excellence qu'on peut imaginer, je vais y revenir. Mais depuis, plus rien. Et c'est aussi lié au fait que certains États parties tentent d'entraver la procédure avec des demandes un peu parfois farfelues, notamment récemment l'Allemagne et le Royaume-Uni ont contesté la compétence pénale de la Cour en disant les accords d'Oslo donnent compétence à Israël en Palestine. La CIJ a d'ailleurs répondu de manière indirecte en donnant quelques arguments à la CPI, en disant un accord bilatéral ne peut pas entraver finalement les droits fondamentaux du peuple concerné. Donc ça donne des arguments à la Chambre qui va sûrement y répondre. Karim Khan, rapidement, le procureur de la Cour, il coche un peu toutes les cases. C'est-à-dire qu'il a fait toute sa carrière, d'abord il est britannique, il a fait du droit au Royaume-Uni, ensuite il a fait sa carrière aux Nations Unies, il a défendu les Yézidis face au génocide de l'État islamique, et il a été nommé procureur en 2021. Il y avait face à lui notamment un candidat irlandais, et son nom a été écarté très vite parce qu'il avait pris par le passé des positions pro-palestiniennes. Donc lui a été écarté très vite, et donc c'est Karim Khan qui a été mis là, soutenu à l'époque par Israël et les Américains, qui maintenant ont un peu changé d'avis. Et sur les menaces que le bureau du procureur subit, c'est permanent depuis 2009. C'est-à-dire que les 3 procureurs qui se sont succédés depuis 2009, Moreno Ocampo, Fatou Bensouda et maintenant Karim Khan, ont tous subi des menaces américaines, israéliennes. Les Américains, Fatou Bensouda, l'ancienne procureure qui a ouvert l'enquête, tous ses avoirs financiers ont été gelés aux États-Unis. Elle ne pouvait plus avoir de visa pour se rendre aux États-Unis. Et on a appris récemment que ça allait quand même encore plus loin, parce que le chef du Mossad, en personne, l'a menacée à plusieurs reprises en se présentant devant son domicile ou des hôtels dans lesquels elle résidait avec sa famille, en lui montrant des photos de ses enfants, etc. Tout ceci a obligé, là aussi c'est historique, le bureau du procureur à produire un communiqué appelant les États à cesser toute tentative d'intimidation. Et l'Assemblée des États parties, qui regroupe les 124 États parties, a aussi produit un communiqué appelant les États à cesser d'intimider le travail du procureur. Donc voilà, les États-Unis et Israël ont fait un gros travail de tentative d'intimidation. Alors ça n'a pas forcément marché, ça a peut-être retardé à un certain moment la procédure, mais en tout cas, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était avant-hier soir. Il y a eu une petite erreur dans la communication du ministère des Affaires étrangères israélien, qui a produit un communiqué de presse dénonçant l'absurdité de la décision de délivrer les mandats d'arrêt, alors qu'ils n'ont pas encore été délivrés. 1 heure après, le communiqué a été supprimé. Je ne sais pas si c'est une erreur, c'est sûrement une erreur d'une personne qui a mis en ligne le communiqué, donc il est fort à parier que les mandats d'arrêt vont arriver dans les tout prochains jours. Voilà, et je crois que tu m'avais une dernière question sur le changement de statut. Sur le changement de statut. Alors, l'autorité palestinienne, elle est très critiquée en Palestine auprès de la population palestinienne. C'est une autorité qui est complètement inaudible, délégitimée, qui est corrompue, qui a recours à des pratiques autoritaires contre un certain nombre de Palestiniens, etc. Donc, elle mûrit aussi une stratégie à l'international visant à se relégitimer auprès de sa population. Et donc, si ça ne marche pas sur le plan national, parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à des Palestiniens ce qu'ils pensent de l'autorité, en général, ce n'est pas forcément de belles choses. Mais en revanche, sur la scène internationale, ce qui est vrai, c'est que l'autorité palestinienne a réussi à rehausser progressivement le statut juridique de la Palestine. La Palestine est aujourd'hui reconnue par 147 États membres des Nations Unies. Elle a adhéré à 21 organisations internationales, dont la CPI, mais pas que. Elle a ratifié entre 2012 et 2022 99 traités multilatéraux, c'est énorme.
Donc, elle a une présence aujourd'hui sur la scène internationale et entre 1974 et aujourd'hui, elle est passée d'un simple observateur pour l'Organisation de libération de la Palestine à un État non membre. Et depuis cet été, elle siège même au sein, avec les autres délégations étatiques, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc il y a un véritable statut juridique pour la Palestine sur la scène internationale. En revanche, évidemment, sur le terrain, ça ne change pas grand-chose puisque l'occupation n'a jamais été aussi présente et forte en Palestine. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. C'est parfait, merci beaucoup. Est-ce que du coup vous avez des questions pour les 3 quarts? L'impact du rapport d'Amnesty International justement sur toutes ces questions. Celui sur l'apartheid? Oui, sur l'apartheid en Israël. Je pense que, on en parlait d'ailleurs ce midi sur la terminologie dans le conflit. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, les ONG étaient certainement les premières à employer un certain nombre de vocabulaires qui étaient à l'époque, enfin je ne sais pas si vous vous rappelez, quand ce rapport d'Amnesty est sorti, je suis la date en tête. En février 2022, je crois. Oui, 2022. Pourtant, c'est un rapport qui est scientifiquement solide, documenté, il y a des témoignages, il y a des faits, etc. Quand il est sorti, ça a fait scandale. Même la plupart des États ont critiqué fortement Amnesty International, qui est une ONG absolument, enfin, qui est partout dans le monde, très respectée, etc. Ça avait fait scandale. Ce qu'on constate aujourd'hui, et il y a un certain nombre de termes aussi, apartheid, génocide, ségrégation, discrimination, extermination, c'est des termes que maintenant, même les juridictions internationales emploient. Le terme d'extermination, c'est le procureur même qui le retient dans ses charges à l'encontre des dirigeants israéliens. Le génocide, la Cour internationale de justice parle d'un risque plausible et immédiat de génocide au regard des propos génocidaires, c'est ces mots, de Yoav Gallant, notamment le ministre de la Défense. Donc le 7 octobre, finalement, a permis, cette séquence actuellement a permis de révéler un certain nombre de réalités que les Palestiniens subissaient avant le 7 octobre, mais qu'on ne voulait pas mettre en avant parce qu'on avait peur d'être accusé de tous les maux. Donc effectivement, ça avait fait un peu... Et je pense qu'aujourd'hui, la Cour internationale de justice en parle aussi parce qu'elle a pu être sensibilisée par tous ces rapports, à la fois d'Amnesty, mais aussi de la rapporteure des Nations Unies sur la question palestinienne, etc. En ligne, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous savez quoi la différence au droit international entre une extermination et un génocide? Alors, c'est la question qu'on nous pose souvent. L'extermination ne nécessite pas nécessairement l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe. Ce qui fait la caractérisation même du génocide, c'est l'intention de l'État ou de l'armée en l'occurrence de détruire le groupe ou une partie du groupe pour ce qu'il est. Et ça, c'est l'accusation qui est portée. L'extermination, ça peut être le fait de vouloir tuer une partie d'un groupe, mais pas parce qu'il est ce groupe-là en particulier. Le génocide, c'est vraiment parce qu'on a un groupe qu'on veut exterminer, donc se débarrasser de ce groupe, qu'on s'en prend à ce groupe en particulier. Et c'est pour ça que le génocide est très dur à caractériser aujourd'hui, parce qu'il faut prouver l'intention de vouloir détruire en tout ou en partie un groupe. Évidemment, il faut pas, le génocide n'est pas forcément caractérisé une fois que le potentiel génocidaire a fini son travail. Le génocide, il peut être caractérisé en amont, et il ne suffit pas de tuer des gens pour caractériser le génocide. Le génocide, c'est 5 actes aujourd'hui matériels qui permettent de le caractériser, mais on peut le caractériser même avant la destruction d'un groupe. Et justement, le but même de la définition de génocide, c'est de l'empêcher. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a en ce moment tout ce travail qui est fait par l'Afrique du Sud. Mais je pourrais vous relister si il y a 5 actes matériels aujourd'hui qui permettent de caractériser le génocide. Donc, en reparlant de la terminologie, en fait, le terme officiel qui reste, vous l'avez utilisé, c'est conflit. Ou est-ce que c'est correct de dire c'est un génocide? Est-ce qu'il y a des preuves? Quelle terminologie il faut utiliser pour déterminer dans les yeux de la loi en général? En fait, dans le conflit armé international, on a un certain nombre d'actes qui sont commis. Le génocide, il peut être commis dans le conflit armé international, mais pas que, il peut être commis en dehors de cette caractérisation. En fait, pour nous, les juristes, mais je suis aussi très critique de l'utilisation de ce terme, c'est pas pour autant que je le valide et que j'y adhère. Le fait de dire c'est un conflit armé international, c'est de pouvoir, normalement, si ça fonctionnait vraiment, de pouvoir dire dans ce contexte-là, il y a un certain nombre de règles que les parties doivent respecter.
Et la qualification, elle déclenche la mise en œuvre de toutes ces règles du droit international humanitaire. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de règles protectrices dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non internationaux. Donc c'est aussi pour ça qu'on utilise cette terminologie. Après, dans cette terminologie, ça n'empêche pas de dire un génocide est actuellement commis, l'apartheid est en place. Il y a un certain nombre de... Toutes ces règles-là, d'ailleurs, sont valables dans le conflit armé international. Il y a une question. Mais du coup, peut-être pour revenir aussi là-dessus, dans cette terminologie, c'est le fruit de l'enquête dont vous avez parlé. Ma question, c'est plus, c'est quoi les sources sur lesquelles ces enquêtes de la CPI s'appuient? Quelles sont les sources qui ont été dans un conflit où on pourra toujours accuser de parties Alors, sur la CIJ, dans son avis, toutes les sources qu'elle cite, c'est les rapports des Nations Unies principalement. Vous pouvez les lire facilement. Les rapports des Nations Unies, eux, se basent souvent sur les témoignages récoltés directement auprès des Palestiniens et des victimes, auprès des officiels, auprès des associations locales. Donc il y a toute une série de récoltes de l'information qui est remontée par les Nations Unies, notamment à travers l'UNRWA, qui est très présente dans le territoire palestinien, à Gaza, mais pas que, et dans tout le Proche-Orient. Donc les Nations Unies, elles se basent principalement, la CIJ se base principalement sur tous ces rapports des Nations Unies, parce que c'est un des organes principaux des Nations Unies. La CPI, depuis l'ouverture de l'enquête en Palestine, elle a mis en place une plateforme en ligne dans laquelle toutes les victimes, ou les victimes indirectes, peuvent se présenter au procureur pour être entendues. Soit par visioconférence, parce qu'évidemment les enquêteurs de la CPI sont interdits d'entrer sur le territoire par Israël. Et donc en fait la plateforme est très facile, elle est en toutes les langues, donc anglais, français, arabe, etc. Et vous pouvez remplir. Et ensuite c'est le travail très minutieux de toute enquête pénale finalement, que ce soit au niveau national ou international, d'aller vérifier la crédibilité du témoignage, la corroborer, qu'elle corresponde à la temporalité qui est invoquée dans le témoignage, etc. Donc souvent c'est sur ces témoignages-là. Ensuite, le procureur de la CPI se base aussi sur toutes les données qu'il a pu recevoir des dirigeants, des officiels, des États, de l'autorité palestinienne. Il y a tout un travail aussi qui est remarquablement produit par les associations palestiniennes, Al-Haq, etc., qui sont présentes depuis des décennies sur le terrain et qui ont une base de données énorme en termes de preuves, et sur des ONG dont Amnesty International, Human Rights Watch, etc. Elle ne s'arrête pas à un type de source aujourd'hui pour récolter l'information. On a une question donc, dans le chat de Romain. Est-ce que l'investissement des institutions judiciaires internationales dans le dossier israélien depuis cette dernière décennie est révélateur d'une volonté de la part d'acteurs issus d'un champ juridique, somme toute assez faible, de s'affirmer sur la scène internationale face à l'influence des États du droit? Alors, J'ai bien compris la question. Ouais, est-ce qu'on a en fait cette histoire du coup ? En fait, par rapport au champ juridique romain, est-ce que tu pourrais préciser en fait à quoi tu fais allusion, quels acteurs dans... Est-ce que l'autorité palestinienne a pu s'affirmer sur la scène internationale, c'est ça ? Je crois que j'ai compris la question D'accord. de Romain. En fait, est-ce que finalement l'investissement de toutes ces institutions et de la communauté de juristes qu'il y a derrière, est-ce que pour eux c'est une opportunité pour réaffirmer en fait leur centralité, leur autorité face aux États qui restent les acteurs dominants, quoi. En somme, est-ce que ça va être une opportunité pour les juristes internationaux d'affirmer leur autorité, leur poids propre dans ces enjeux, dans cet espace? C'est une bonne question. Ce qui est vrai, c'est qu'avant le 7 octobre, les juristes, en tout cas, on avait peu de place finalement, à la fois dans le champ académique sur cette question. C'est ce que je dis souvent, en fait, il y a énormément de chercheurs sur le sujet, mais en sciences politiques, en relations internationales, en histoire, en géographie, en anthropologie, etc., qui travaillent sur la question. Mais on a très peu de chercheurs juristes en droit international qui travaillent spécifiquement sur la question palestinienne. Il y en a qui entrent dans le champ, dans la question palestinienne à travers leur champ de recherche. Donc certains, quand ils travaillent sur la Cour pénale internationale, s'intéressent un peu à l'enquête en Palestine, mais pas exclusivement à cette enquête. Et donc c'est vrai que depuis le 7 octobre, tout d'un coup, la parole du juriste est perçue comme la parole évangélique, sacrée, qui fait autorité, etc. Il ne faut pas non plus l'idolâtrer, parce que même au sein le droit, c'est pas une science dure qui est mise en place. En revanche, ce qui est bien, c'est que pour la première fois, et on remet au centre du débat les termes juridiques aujourd'hui
Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la question de l'apartheid, la question du génocide, alors qu'avant c'était clairement pas un débat aujourd'hui qui se portait, qu'on pouvait mener sur la question, c'était plutôt la question de est-ce qu'Israël a le droit d'être un peu sur ce territoire-là, est-ce qu'on peut faire un échange de territoire. La question des termes juridiques dans le débat ne se posait pas du tout. On ne parlait pas du tout de l'occupation militaire, de la colonisation de peuplement, de ce que ça pouvait impliquer pour les populations locales d'un point de vue juridique, en termes de droits fondamentaux, de liberté, etc. Et ça, c'est vrai que peut-être que la possibilité pour les juristes finalement d'enfin entrer dans ce débat a quelques points positifs. Preuve en est, toutes ces procédures juridictionnelles en cours, à la fois dans la CPI et la CIJ, sont utiles parce qu'elles donnent de nouveau des armes juridiques aujourd'hui au peuple palestinien qui est complètement désarmé, mais aussi à tous les soutiens et à tous ceux qui veulent que l'autodétermination soit réalisée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, pour compléter, enfin pour aller dans le sens, est-ce que finalement les puissances occidentales, et quand je dis puissances occidentales, je parlais des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France aussi, en tout cas des puissances européennes, est-ce qu'elles ne prennent pas le risque dans cette affaire d'être finalement un peu acculées parce que, en somme, avec ces consolidations juridiques que tu as décrites tout au long de ta présentation à la CIJ, à la CPI, qui sont fondées sur une antériorité, sur des règles relativement reconnues, on a le sentiment en fait qu'elle se trouve un peu acculée, c'est-à-dire soit elle cesse et elle refuse de donner du crédit à cette construction juridique parce que ça ne sert pas à leurs intérêts à ce moment-là, mais du coup elle risque aussi, ce faisant, de renoncer à tout un dispositif sur lequel elle s'appuyait par le passé pour faire prévaloir l'ordre international dans leur intérêt. On l'a bien vu vis-à-vis de la Russie par exemple, mais sur tous les dispositifs internationaux, la Yougoslavie, le Rwanda, le Kosovo, le Liban aussi, il y a eu le tribunal spécial pour le Liban, etc. Finalement, elles ont usé de ces dispositifs pour, du moins, contrôler finalement l'ordre international et contrôler les puissances qu'elles estimaient en conflit avec cet ordre. Ça a été le cas tout récemment de la Russie. Mais finalement, en refusant d'en traduire les conséquences dès lors qu'elles sont elles-mêmes en cause, on sent que elles sont un peu acculées. Je ne sais pas comment tu perçois l'étape suivante en fait. Est-ce que c'est la fin du droit international d'une certaine façon parce qu'il cesse de perdre finalement son crédit dès lors qu'il n'est pas appliqué alors même qu'il est pourtant explicitement exposé, ou bien est-ce que c'est finalement le début d'une soumission finalement des puissances ou de certaines puissances à l'ordre juridique auquel elles refuseraient pour partie de se soumettre. Ce qui est intéressant dans la séquence de la période qu'on est en train de vivre, c'est qu'à vouloir, quoi qu'il en coûte, défendre Israël, certains États occidentaux sont en train de perdre toute crédibilité et légitimité sur la scène internationale. C'est d'autant plus flagrant que ce conflit se superpose à un autre conflit, celui qui est en Ukraine. Et je ne sais pas si vous écoutiez parfois le discours, je me rappelle Joe Biden ou Emmanuel Macron qui disait des crimes de guerre sont actuellement commis par l'armée russe en Ukraine, c'est inacceptable, on appelle le Conseil de sécurité à adopter des sanctions. Puis ensuite, quand la Russie pouvait mettre son veto, c'était la Russie paralyse le système international, empêche le Conseil de mener à bien son mandat de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et ce double discours, il se retourne nécessairement contre eux parce que comment expliquer que dans le cas de l'Ukraine, on arme directement l'armée ukrainienne, qu'on demande l'adoption de sanctions et qu'on adopte des sanctions, et que dans le même cas, en fait, on reste complètement silencieux, voire qu'on soit actif dans ce conflit. Et je pense que le drame absolu qu'est en train de vivre certains États occidentaux, c'est qu'ils sont en train de perdre toute leur place et leur légitimité, et que demain, quand il faudra de nouveau réinvestir la parole du droit international sur la scène internationale, plus personne n'aura envie de les écouter et tout le monde leur dira mais écoutez, quand nous on vous a demandé l'application du droit international, vous n'étiez pas là. Donc le drame qui est en train de se produire, c'est qu'il y a une fracture nette qui est en train d'être mise en place volontairement finalement par un certain nombre d'États occidentaux, et qu'à vouloir défendre trop l'État d'Israël, finalement leurs propres intérêts, leur intérêt à défendre le droit international est en train d'être mis en balance face à leur volonté ou leur obligation de défendre l'État d'Israël. Et donc ça, c'est véritablement un drame. Et c'est vrai qu'en plus, la superposition entre deux conflits comme ça au même moment permet de rendre encore plus visible finalement ce deux poids, deux mesures qui
qui est en train de perdurer. Après, sur le droit international en lui-même, de toute façon, alors le Conseil de sécurité, ça fait des décennies que tout le monde essaye de le réformer. La France est allée jusqu'à proposer, pour éviter de froisser les États-Unis et la Russie et la Chine, de dire ok, on maintient le droit de veto, en revanche, vous ne pouvez pas l'utiliser dans les cas de crimes de masse. Dès lors qu'on est dans des cas de crise humanitaire et crimes de masse, pas de droit veto. Même cette proposition-là, qui est une proposition de bon sens finalement, n'a même pas été retenue par trois des puissances en question, les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc en l'espèce, effectivement, tout ce qui se met en place, et c'est ce qu'a fait l'autorité palestinienne, c'est une stratégie de contournement du Conseil de sécurité et de ces États-là, en tentant de nouer des alliances. Donc c'est ce que vous avez avec les BRICS, c'est ce que vous avez avec un certain nombre d'autres organisations informelles, pour finalement essayer de contrebalancer l'ordre international tel qu'il existe. Mais s'il est clair qu'il y a une fracture, le problème de la situation actuelle, c'est que la fracture n'est pas si nette, parce que dans ce qu'on appelle les Suds, ou le Sud global, il n'y a pas forcément une position sur le conflit israélo-palestinien. Par exemple, l'Inde, aujourd'hui, qui fait partie des BRICS, et de ce qu'on appelle les Suds, est un soutien financier, militaire à l'État Israël. Et pareil, au sein de la Ligue arabe, aujourd'hui, vous avez un silence absolu des États arabes qui sont incapables de parler d'une seule voix, avec des enjeux économiques, etc. Les pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël ont refusé jusqu'à présent de suspendre l'accord de normalisation. Les Émirats continuent de commercer. Moi, quand j'étais en Palestine, quand j'ai repris l'avion à Ben Gurion, il y avait des avions de Emirates qui faisaient les allers-retours entre Dubaï et Tel Aviv tous les jours. Et donc, il y a une normalisation qui est pleinement assumée, même dans le contexte d'un conflit, cet accord de normalisation aurait pu être un levier de pression à l'égard d'Israël. Et les États arabes concernés n'ont pas voulu. Donc, il y a une contestation de l'ordre international, sauf que comme les États qui le contestent ne savent pas parler d'une seule voix, ne veulent pas parler d'une seule voix, effectivement, il est peu probable qu'il évolue dans les années à venir. Et donc, finalement, la solution, elle passe par les sociétés civiles, les opinions publiques, qui sont, elles, en capacité, par leur mobilisation, de bousculer un peu cet ordre et de contraindre leurs dirigeants à se positionner. Et ça fonctionne parfois. L'Espagne a reconnu l'État de Palestine en juin dernier, l'Irlande aussi, la Norvège aussi. Donc il y a un peu au sein de l'Union européenne, il y a des voix un peu dissonantes, donc il y a des tentatives comme ça, quand ça passe par les sociétés civiles, de changement. Mais à court terme, je ne suis pas sûre qu'on ait un véritable changement de cet ordre-là. Et pourquoi il n'y a que maintenant en fait, qu'on s'inquiète du fait que les États occidentaux s'arrangent un peu avec le droit international, parce que par exemple, ça a été déjà le cas, par exemple, la Yougoslavie, l'autre était intervenue sans avoir le droit. En 2003, l'Irak, voilà, c'est ça, il y avait la France qui avait dit non, mais il y avait des États qui allaient. Mais ce que je pense que c'est la spécificité de ce conflit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, c'est au quotidien le conflit le plus meurtrier. Je pense que de par sa spécificité, je pense qu'il y a, en termes de conflit colonial, c'est l'un des conflits le plus difficile à appréhender, parce que derrière ce conflit colonial, il y a aussi un projet qui a été mis en place. Je pense que la particularité de ce conflit justifie aujourd'hui une telle mobilisation. C'est surtout un conflit qui se répète. Enfin, les guerres à Gaza, on en a tout le temps, on en a fréquemment. Là, l'ampleur des destructions et des pertes civiles est telle que, effectivement, les populations civiles sont particulièrement touchées. Et peut-être que, alors moi j'ai moins vécu parce que j'étais encore toute jeune, mais la guerre en Irak, je sais qu'il y avait déjà des mobilisations massives en Europe. Les populations civiles ont largement manifesté. Il n'y a pas que la France qui s'est opposée. Les populations civiles dans certains États occidentaux se sont opposées à ce conflit, mais toutes ces séquences mis bout à bout font qu'au bout d'un moment, probablement, l'ordre tel qu'on le connaît finira par évoluer, par se remettre en question, par changer. Mais effectivement, sur le court terme, je suis quand même assez pessimiste. Parce qu'il est quand même très bien implanté aussi, cet ordre-là. J'avais une question sur un point que tu as abordé dans l'exposé, puis à nouveau là, sur la question des positions différentes au sein des États européens. Oui. Là, tu évoquais le fait qu'il y avait un certain nombre de pays qui avaient reconnu Israël. J'avais pensé à ça enfin, voilà, de te demander où s'en était sur ce point précis, et au-delà sur la question de l'entretien ou non de relations. Tout à l'heure, tu as parlé de rompre des relations. Est-ce que le terme, alors c'est une sous-question quelque part, le terme boycott, dans quelle mesure il est reconnu sur le plan international ou sur le plan européen, et comment les États européens composent avec ça? Le cas de l'Union européenne est très révélateur finalement des divisions internationales. Aujourd'hui, il y a seulement 11 États membres de l'Union européenne sur les 27 États qui reconnaissent l'État de Palestine.
Et la quasi-totalité de ces 11 États l'ont fait pendant la période de la guerre froide, donc c'était des États qui étaient dans le bloc soviétique et donc qui ont reconnu à cette période-là l'État de Palestine. Depuis, il n'y a que en fait, la Suède, l'Espagne et l'Irlande qui ont reconnu l'État de Palestine au sein de l'Union européenne. En fait, ce qui est assez aussi révélateur de cette fracture, en juin dernier, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, disait dans son intervention: on en vient à reconnaître seul entre nous l'État de Palestine, mais ça fait des mois qu'on pousse au sein des institutions européennes pour une reconnaissance globale par l'Union de l'État de Palestine. Ça a été un échec parce que, en fait, on a 3 camps aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Le camp de ceux qui reconnaissent la Palestine, le camp de ceux qui seraient prêts à reconnaître mais qui disent que c'est pas le moment opportun, ça c'est la France par exemple, et un 3e camp qui s'oppose catégoriquement à la reconnaissance de la Palestine sans accord entre Israël et la Palestine. Ça c'est le camp qui est défendu par l'Allemagne, la Hongrie, qui reconnaît déjà mais qui reconnaissait par le passé. Donc on a 3 camps aujourd'hui qui s'opposent, et en fait aujourd'hui au sein des institutions européennes, les questions de politique étrangère, elles se prennent à l'unanimité des membres. Et donc, si les leviers dont on évoquait, par exemple l'accord d'association qui existe entre Israël et l'Union européenne, si on veut le suspendre, il nous faut l'accord de tous les États membres. Donc on n'aura jamais cette suspension-là. Et donc en fait, mais il existe d'autres leviers dans ces cas-là. Les États au niveau bilatéraux, dans leurs relations même avec Israël, pourraient décider de le suspendre. Je sais que l'Espagne a organisé une conférence cette semaine avec des représentants de l'Union européenne, des représentants de la Ligue arabe et l'autorité palestinienne pour justement trouver des processus de contournement de cet accord-là, en renforçant par exemple leurs échanges économiques avec l'autorité palestinienne. Mais voilà, les leviers existent parce qu'il y a cet accord d'association très poussé entre Israël et l'Union européenne qui porte sur la coopération universitaire, académique, économique, etc. Et dans cet accord, quand il a été signé, les biens et les marchandises produits dans les colonies israéliennes qui étaient exportés vers l'Union européenne étaient labellisés Made in Israel. Et en fait, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a été contrainte de prendre une décision en rappelant aux institutions que les colonies, en droit international, elles ne sont pas partie du territoire israélien. Et donc, il faut faire la distinction entre les deux quand des produits inondent le marché européen. Et pareil, donc à chaque fois, c'est finalement soit des juridictions internationales qui rappellent à l'ordre les organisations et les États, soit c'est les États entre eux qui tentent d'imposer un peu qui tentent de faire pression pour que la ligne politique évolue. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, comme on n'a que 11 États sur 27 qui reconnaissent la Palestine, le rapport de force, il est quand même très défavorable à la Palestine, d'autant plus que les 2 grandes puissances économiques que sont la France et l'Allemagne ne reconnaissent pas la Palestine et maintiennent des relations économiques très fortes avec Israël. Et j'ai aussi une question sur est-ce que la CPI dispose de moyens contraignants au pays? Donc, par exemple, le fait que, comme il y a un mandat d'arrêt, si, par exemple, si une de ces personnes se rend sur un territoire d'un pays qui est dans la CPI, si ce pays en fait refuse d'arrêter la personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la CPI peut faire quelque chose ou est-ce qu'elle est juste... En fait, la spécificité aujourd'hui des 2 grandes juridictions internationales, c'est qu'elles n'ont pas de force de police. Donc, elles s'en remettent, encore une fois, soit aux États, soit au Conseil de sécurité. La CJ, quand elle rend une décision contraignante, un arrêt donc, elle demande que le Conseil de sécurité prenne les mesures pour le mettre en œuvre, pour garantir son application. La Cour pénale internationale, elle n'a pas de force de police. En revanche, le statut de Rome précise clairement que tous les États parties ont l'obligation de coopérer avec les organes de la Cour, donc avec le bureau du procureur. Et donc, il y a 124 États parties aujourd'hui de la Cour. Donc, normalement, si demain, Benjamin Netanyahu venait à se rendre en Allemagne, en France, etc., ils ont l'obligation vraiment de l'arrêter, de le transférer à l'AE. L'Allemagne, qui a plutôt une position pro-Israël, a elle-même affirmé dans une déclaration en mai dernier qu'elle respecterait les demandes de la Cour. Donc il est peu probable finalement que le Premier ministre israélien ou Yoav Gallant se déplace dans ces États-là. Et 93 États partis de la Cour ont rappelé dans une déclaration qu'ils respecteront le statut de Rome et les dispositions du statut de Rome, et donc ils coopéreront avec la Cour. Après, c'est vrai que par le passé, il est déjà arrivé que des États partis à la Cour ne le respectent pas. Omar al-Bashir, par exemple, oui, c'était lui, il était à l'époque sous mandat d'arrêt pour notamment crime de génocide. Il s'était rendu, je crois que c'était en Jordanie, ou en Afrique du Sud, je ne sais plus. Enfin, il s'est rendu dans plusieurs États partis, et à chaque fois, quand le bureau du procureur avait demandé le transfert de la personne vers la Cour, ça lui a été refusé par les États.
Et pareil, là, récemment, Vladimir Poutine, sous mandat d'arrêt, s'est rendu en Mongolie, qui est un État partie à la Cour. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils se déplacent dans des États dans lesquels ils ont les garanties en amont qu'ils ne se feront pas arrêter s'ils venaient. Parce que Vladimir Poutine s'est assuré qu'il ne se ferait pas arrêter par les autorités mongoles si jamais il venait à se rendre dans ce pays. Donc il y a quand même des craintes de se déplacer. Et le symbole serait trop fort pour que Netanyahou se rende en France ou en Allemagne demain sans que les deux États soient pointés du doigt. Ça aurait un effet quand même pour l'État français en particulier, parce que quand même une grande partie de sa posture, sa prétention internationale est fondée sur l'idée selon laquelle c'est un État de droit qui défend, etc. Enfin, ça placerait quand même les diplomaties, notamment françaises, quand même face à une contradiction quand même tout à fait majeure. Et on comprend bien du coup l'intensité des pressions qui peuvent peser sur la Cour et les manœuvres dilatoires, bien qu'assez ridicules. Enfin, effectivement, l'exemple de la Grande-Bretagne. Qui ont permis de gagner 3 mois là dans les... Non, je veux dire ridicule dans la formulation, etc. Juridiquement, c'était pas tenable. Sur la France, c'est très intéressant, mais c'est très révélateur. La diplomatie française dans les organisations internationales est très à cheval sur le droit international. La France vote systématiquement en faveur des résolutions qui demandent l'admission de la Palestine aux Nations Unies. Elle a défendu l'admission de la Palestine à l'UNESCO. Elle a des positions plutôt fortes devant la CIJ. La plaidoirie de la France était très forte sur l'occupation israélienne, mais c'est vrai qu'en interne, dans sa politique intérieure, la France a un tout autre discours. Donc il y a aussi un 2 poids 2 mesures en fonction de là où elle s'exprime. Je crois qu'il y avait une question. Oui, je voulais dire, vous dénoncez à juste titre la violation du droit international par Israël aujourd'hui et tout. Et tout ça est juste, mais n'en demeure pas moins vrai qu'il y a eu cette agression du Hamas. J'aimerais un peu plus d'objectivité quelque part. Je ne sais pas, on voit bien les choses, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a eu une agression. Donc il faudrait arriver à accorder les choses, quoi. Voilà. Sur le 7 octobre, c'est ce que je disais, c'est ce que la Cour rappelle. Israël avait parfaitement le droit de faire du maintien de l'ordre, donc de repousser l'agression qu'elle a subie et de neutraliser les assaillants. Je rappelle qu'il y a à peu près 1500 combattants des groupes armés palestiniens qui ont été tués ou capturés dans le cadre de ce maintien de l'ordre, et ça c'est parfaitement licite en droit international. Donc elle a parfaitement le droit. En revanche, ce qu'elle n'avait pas le droit, et c'est ce que dit la Cour, c'est d'invoquer la légitime défense pour se rendre à Gaza et pour opérer dans la bande de Gaza, et ça ne donne pas une justification, notamment aussi à la poursuite de l'occupation qui a commencé bien avant le 7 octobre, et de la colonisation de peuplement qui a commencé également bien avant le 7 octobre. Donc évidemment la Cour ne dit pas, et le droit international ne dit pas à Israël qu'elle ne peut rien faire. Évidemment elle a le droit du contrôle de ses frontières, sauf qu'en droit international, ces frontières, c'est les lignes de 1967. Et donc, c'est le retrait de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza. Et c'est ce que dit la Cour à juste titre en conclusion. Elle dit que finalement, mais je pourrais la reciter, elle dit que finalement, pour que les deux peuples puissent vivre en paix, la seule solution, c'est la cessation de l'occupation militaire et le retour dans ces lignes de 67 de l'État d'Israël, pour permettre à deux États de vivre côte à côte tel que le définit le droit international. Je suis tout à fait d'accord pour les deux États. Je pense que c'était la solution la meilleure qui a été prônée depuis longtemps. Mais Israël se dit, pour éradiquer cette violence qu'on a subie, il faut aller jusque dans les territoires palestiniens et à Gaza pour éliminer toute trace de retour de violence. Voilà ce que dit Israël. Et là, l'un des arguments qui est souvent invoqué, c'est qu'Israël sait faire du ciblage pour aller éliminer, comme vous dites, les dirigeants du Hamas. Elle a fait à Beyrouth, elle a fait à Téhéran, elle a fait parfois à Gaza. Et donc, quand il s'agit d'éliminer finalement ces hauts dirigeants du Hamas, elle sait le faire de manière ciblée via sa technologie. En revanche, ce qu'elle fait à Gaza, ce n'est pas du ciblage des forces combattants du Hamas, parce que d'abord, on n'a aucun chiffre clair sur combien de combattants du Hamas ont été tués depuis le 7 octobre. La question de la proportionnalité continue de s'appliquer, c'est-à-dire que si par exemple au sein d'un hôpital, le Hamas a pris possession de cet hôpital et qu'autour de lui, autour de ces 4-5 combattants, il y aurait 100 personnes, population civile palestinienne, le principe de proportionnalité fait qu'Israël n'aurait pas le droit, même en présence de ces 4 ou ces 5 combattants, de cibler cet hôpital parce qu'il y a trop de civils autour et qu'au regard de la technologie qu'Israël dispose aujourd'hui d'un point de vue militaire notamment, c'est par exemple, c'est ce que vous dites, c'est ce que j'ai échangé là-dessus avec un Palestinien de Gaza, juriste, qui me disait, aujourd'hui Israël a une carte aujourd'hui de tous les logements palestiniens à Gaza,
Elle a 3 codes couleurs, vert quand il n'y a pas grand monde, orange quand il y a quand même un peu de monde, rouge quand l'appartement ou la maison est rempli de personnes civiles. Et donc elle sait précisément qui vit dans tel quartier, combien de personnes y vivent, et elle sait exactement quand il faut cibler ou pas cette habitation ou cette structure médicale ou éducative, etc. Donc là, quand on voit l'ampleur des destructions matérielles, physiques et humaines, on s'interroge sur la proportionnalité quand on sait qu'Israël, quand il le souhaite, sait viser avec précision un dirigeant du Hamas, comme il l'a très bien fait, rappelez-vous, dans la banlieue sud de Beyrouth, ou quand il l'a fait avec Haniyeh à Téhéran. Quand il s'agit de cibler, il est en capacité de le faire. Tout ça est d'autant plus étonnant qu'il faut rappeler quand même que Ismaël Haniyeh a vécu pendant plusieurs années dans l'État sur lequel le Qatar se trouve la principale base américaine dans la région. Quelque chose comme la moitié du territoire du Qatar est occupé par une base américaine. Donc en fait, on peut très bien imaginer que l'appréhension d'un personnage comme celui-ci n'est pas si compliquée pour des États qui, entre Israël ou les États-Unis, sont en mesure de kidnapper des gens assez facilement pour les traduire officiellement devant des tribunaux. Et on peut douter du fait de l'intérêt de ces États à le faire. Et par ailleurs, il faut aussi rappeler, je pense que Israël a joué de manière délibérée sur l'opposition entre l'OLP et le Hamas, en particulier au milieu de la décennie 2000, pour décrédibiliser Yasser Arafat, qui était quand même le partenaire à ce moment-là des négociations. C'est assez caractéristique des pouvoirs coloniaux d'une certaine manière, puisqu'il s'agit toujours de jouer sur les tensions internes des sociétés que l'on souhaite contrôler. Jusqu'à des formes de cynisme qui sont quand même assez marquées dans ce cas-là, mais c'est aussi une caractéristique des États coloniaux. On le retrouve un peu dans les politiques françaises ou britanniques dans la région lorsque ces pays étaient implantés, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 40-45. Le fait d'avoir délibérément, via le Qatar, de nouveau soutenu le Hamas avec des transferts d'argent qui ont été... etc. Donc, voilà, c'est tout ça pas pour dire que le Hamas joue nécessairement ce jeu, mais en tous les cas qu'il y a quand même une stratégie délibérée. Et ça, c'est très très bien documenté par des chercheurs qui sont beaucoup plus au fait que moi de la question de la décrédibilisation des acteurs politiques palestiniens au fil du temps. Dès que Yasser Arafat n'était plus un interlocuteur crédible, il a été accusé de terrorisme, il a été accusé d'être de fomenter une tentative de destruction de l'État d'Israël. À chaque Mahmoud Abbas, c'est ce qui s'est passé encore récemment. Maintenant, c'est l'autorité palestinienne qui est décrédibilisée, qui est accusée. Benjamin Netanyahou, il disait après la guerre, il n'y aura pas d'autorité palestinienne à Gaza. C'est clairement ça. Il y a toujours une tentative de décrédibilisation des acteurs palestiniens en face qui sont proposés et mis en avant, alors que pourtant, effectivement, il y a une coopération, voire une collaboration sécuritaire très poussée aujourd'hui entre Israël et l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Est-ce que les prises de position de la CIJ depuis le 7 octobre, c'est quelque chose qui vous a étonné? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'était plutôt attendu finalement quand on est spécialiste de droit international? Oui et non. C'est vrai qu'en fait, l'avis de 2004, c'est lui qui avait vraiment surpris. Je pense à la fois les acteurs politiques palestiniens, mais aussi israéliens et la société internationale dans son ensemble. Ce qui a été étonnant là, dans la décision qu'elle a rendue cet été, c'est qu'elle se prononce même sur les questions des discriminations, alors qu'on ne l'attendait pas nécessairement sur cette question et qu'elle aurait très bien pu la mettre de côté, sur la question de l'apartheid notamment. En revanche, là où je suis un peu plus mitigée, c'est que sur l'affaire par exemple du génocide que l'Afrique du Sud a porté devant la Cour face à Israël, il y a eu quand même une part de déception pas de ma part, mais de la part des acteurs palestiniens, sur le contenu des ordonnances, des mesures conservatoires qui ont été rendues. En fait, avant de trancher le fond d'une affaire, la Cour peut prendre des mesures conservatoires. Ce sont des mesures en urgence qu'elle adopte pour éviter que la situation soit irréversible. Et donc là, elle a adopté un certain nombre de mesures. Elle a adopté 3 ordonnances en urgence depuis le dépôt de cette requête. Et elle n'appelle jamais à un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza. Elle s'est contentée dans la dernière ordonnance qu'elle a rendue en mars d'appeler à un arrêt des opérations militaires à Rafah, parce que c'était, vous savez, au moment où Israël pilonnait Rafah et de manière intensive.
Et donc il y avait un côté déceptif. J'en prenais pas conscience moi quand je lisais la décision parce qu'elle est quand même très forte. Mais ce qu'on me disait, c'est que là encore toujours dans une comparaison avec la situation en Ukraine, où la Cour a aussi pris des mesures conservatoires dans la situation en Ukraine puisqu'il y a une affaire devant la Cour, et où là elle appelle à un cessez-le-feu en Ukraine et un arrêt des combats. Et donc il y avait un peu là aussi, on me disait non mais pourquoi il y a la possibilité, elle peut en Ukraine exiger un cessez-le-feu et pas en Palestine. Alors même si ça se met pas en œuvre, mais le dire explicitement, c'est important aussi dans le message juridique. Et effectivement, ça je l'entends, c'est vrai qu'elle aurait pu demander une cessation. Si elle dit qu'il y a un risque potentiel et imminent de génocide et qu'il y a des propos génocidaires, la conséquence première serait de demander justement que ces actes potentiellement génocidaires soient stoppés le temps qu'elle puisse rendre sa décision. Donc elle aurait pu le justifier ainsi. Mais elle ne l'a pas fait, et c'est lié aussi au fait qu'effectivement sur le collège des juges, il y avait encore quelques divisions sur la question. Quand vous lisez les opinions dissidentes, un certain nombre de juges s'y opposaient clairement. Donc pour éviter d'avoir un rejet de cette demande, ils se sont contentés de demander à Israël de laisser passer l'aide humanitaire, de stopper ses opérations à Rafah, de cesser de bombarder les zones humanitaires, les zones censées être protégées, etc. Donc il y avait quand même un côté un peu déceptif, côté palestinien. L'avis qui a été rendu cet été en 2024 est très très fort. Mais en revanche, là encore une fois, ça c'est la phrase qu'un Palestinien m'a dit, c'est que, et c'est triste d'en arriver à dire ça, mais je pense qu'il faut l'entendre, c'est que la phrase c'était de toute façon le droit international c'est pas pour nous. En gros, nous de toute façon, le droit international ne se préoccupe pas de notre condition parce qu'on est finalement placé sous occupation depuis des décennies et que la Palestine n'a toujours pas son État 76 ans après. Donc il faut aussi entendre le fait que les populations civiles aujourd'hui dans un certain nombre d'États rejettent maintenant et le droit international et l'ordre juridique international. Je me demandais dans quelle mesure le droit international était aussi un outil pour certains Israéliens. Je pense aux Israéliens qui sont critiques de la colonisation, critiques de la guerre. Est-ce que c'est pour certains aussi un domaine qui est investi de façon à critiquer l'action de leur propre gouvernement dans un contexte où le registre, où la scène politique est bloquée? Bon, déjà, il faut commencer à dire qu'il y a très peu de voix aujourd'hui en Israël qui, dans le contexte de la guerre à Gaza, appellent à cesser les opérations à Gaza. Je ne sais pas si vous suivez, mais il y a des manifestations tous les week-ends dans la plupart des villes israéliennes, mais principalement à Tel Aviv. Et en fait, c'est ce que me disait une chercheuse franco-israélienne qui travaille sur la démocratie en Israël. Elle me disait dans les slogans, en fait, aucun slogan ne mentionne le sort aujourd'hui des Palestiniens et des civils palestiniens à Gaza. Et alors, je ne sais pas si c'est... Et elle précisait, mais il faut faire attention parce qu'il y a une véritable stratégie d'embrigadement, parce qu'elle lit la presse israélienne, elle écoute les journaux israéliens, et eux-mêmes ne font jamais état de la situation à Gaza. Il n'y a jamais de vidéos ou de photos de ce qui se passe à Gaza, des destructions qui sont diffusées dans les journaux israéliens. Et donc cette méconnaissance fait que très peu finalement d'Israéliens sont aujourd'hui préoccupés finalement par l'occupation, la colonisation, ou en tout cas appellent à leur gouvernement à cesser cette occupation. Et dans les manifestations que vous pouvez avoir à Jérusalem-Est, parfois vous n'avez pas beaucoup d'Israéliens. Moi j'en ai faites avec Mariette dans des quartiers de Jérusalem-Est qui sont aujourd'hui annexés. Il y a très très peu de Palestiniens, ils sont 40, 50 à manifester. Et donc peut-être que ce qui manque effectivement avant tout c'est de l'information, de la formation aussi aux outils juridiques, de ce qui est en train de se passer finalement juste à côté de chez eux, et leur donner les outils. D'abord l'accès à l'information, c'est peut-être ça la priorité, plus que utiliser le droit international pour s'en servir comme levier de pression contre leur gouvernement. Avant tout, c'est vraiment l'accès à l'information. Là, il y avait un slogan qui avait été affiché en gros dans les rues de Tel Aviv, en hébreu, qu'on m'a traduit, c'était « Ramenez-les et reprenez la guerre ». Ça, c'est le slogan qui est diffusé, donc « Ramenez les otages et ensuite vous pourrez retourner à Gaza ». Donc il y a vraiment une méconnaissance finalement de ce qui se passe à Gaza, des conséquences pour les populations civiles, mais parce que aussi en fait il y a un voile qui est mis devant leurs yeux, et en fait ni la presse, ni le gouvernement évidemment, ni l'opposition aujourd'hui en Israël ne participent de cette information-là du grand public. Mais juste là-dessus justement, enfin les réseaux sociaux, l'accès via internet
aux infos, voilà, dans le monde entier. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas quand même cette possibilité de s'informer pour les gens Alors je me rends pas assez compte parce que moi moi ce que je ne parle pas hébreu, donc en fait c'est ce qu'on me dit en termes de slogans et de ceux qui analysent aujourd'hui la presse, etc. Mais je me rends pas compte de l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui dans la transmission de l'information à la société israélienne. Ce serait quelque chose, une enquête effectivement peut-être à mener par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que dans toutes les manifestations aujourd'hui à Tel Aviv mais partout dans le pays, la question du sort des Palestiniens n'intéresse pas du tout. C'est effectivement, il faut ramener les otages qui sont aujourd'hui à Gaza, et il en reste encore un certain nombre, et ensuite la guerre pourrait reprendre. Et il y a de plus en plus de personnes aussi qui critiquent l'idée que cette guerre, effectivement, et ça parmi même les familles des otages et les victimes, de dire que effectivement Netanyahou se sert de cette guerre pour il joue sa survie politique avec cette guerre, et donc il maintient coûte que coûte cette guerre pour pouvoir rester en place et éviter tout procès ou commission parlementaire contre lui. Et ça, pour le coup, par contre, les Israéliens en sont bien conscients, et les familles des otages sont les premières à le dénoncer, même si elles le dénoncent parce qu'elles s'inquiètent du sort des otages plus que du sort de la population palestinienne. J'avais une question concernant les opinions dissidentes de l'avis rendu cet été. Quelles étaient les argumentations ou les... Alors, ce qui est assez intéressant, mais c'est vraiment des questions très politiques. Il y a une personne au sein des 16 juges, des 15 juges de la Cour, qui s'oppose systématiquement à tous les points qui ont été soulevés par la Cour. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est la vice-présidente de la Cour. Elle est ougandaise et elle est en poste depuis un certain nombre d'années. Elle a été promue vice-présidente de la Cour très récemment, et elle, systématiquement, elle s'oppose. Parce que d'après elle, le principal argument, et c'est l'argument aussi israélien et américain, c'est de dire c'est une question purement politique et qui doit se régler uniquement par la négociation politique entre Israël et les Palestiniens. Mais c'est complètement aberrant de dire que le sort des Palestiniens doit se régler par la puissance occupante. C'est comme si, je sais pas, vous êtes victime d'un crime dans la rue et on vous dit au tribunal, votre sort doit être tranché avec votre bourreau, avec le criminel qui a commis le crime. Et donc l'argument de cette vice-présidente, systématiquement et dans toutes les affaires qui ont été portées dans la Cour sur la question palestinienne, c'est de dire négociation politique en priorité, etc. Après, il y a d'autres opinions dissidentes, mais une opinion dissidente ne veut pas dire qu'on rejette toute la décision. Ça peut être que sur certains points particuliers. Donc d'autres juges, notamment le juge français Abraham, s'opposaient au fait de qualifier la situation d'apartheid. Voilà, il y a des petites oppositions, mais de manière globale, ils étaient assez tous d'accord sur le contenu de la décision. Est-ce qu'en droit international, il y a un moyen de définir entre guillemets ce que c'est un groupe terroriste parce que je pense que tous les États, comme une fois forcément le Hamas, le PKK, etc. Alors, c'est un des enjeux du droit international contemporain, c'est qu'on n'a pas vraiment de définition du terrorisme en droit international, parce que déjà le Conseil de sécurité n'a jamais vraiment adopté de résolution définissant ce terme, parce que les États avaient peur que ça se retourne contre eux dans le cadre de leurs opérations militaires. On a plutôt des définitions au niveau régional. L'Union européenne a une définition du terrorisme, et d'ailleurs elle a une liste des groupes terroristes, donc elle a placé la branche militaire du Hezbollah dans ces groupes-là, le Hamas, mais un certain nombre d'autres groupes. C'est plutôt au niveau régional ou au niveau étatique. En droit pénal français, on a une définition du terrorisme qui permet de les qualifier. Au niveau des Nations Unies, on ne l'a pas vraiment eu. Parfois, on parle de groupes terroristes sans forcément dire ce que ça recouvre. Donc effectivement, sur Daesh, ça a été largement approuvé comme tel. Voilà, la doctrine essaye du coup de définir un peu le terrorisme au regard des résolutions qui ont pu être adoptées sur le sujet, au niveau régional aussi, au niveau bilatéral. Donc c'est l'idée de semer la terreur. Enfin, il y a plein de définitions comme ça, mais il n'y a pas une seule définition qui fasse consensus aujourd'hui en droit international. Et le crime de terrorisme ne relève pas du tout du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Je sais que Karim Khan, dans ses déclarations, dit le groupe terroriste, etc. Mais il n'y a pas le terrorisme en lui-même n'est pas une qualification juridique au sein du statut de Rome. Ça pourrait un jour le devenir si les États parties modifient le statut de Rome, mais en l'espèce, les membres du Hamas pourront être poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou autre chose, mais ne pourront pas être poursuivis pour des crimes de terrorisme. Comment ça marche pour avoir le droit? Par exemple, la France avait frappé la Syrie sans l'accord de Bachar el-Assad après 2015. Pourquoi
est-ce que théoriquement on avait le droit de le faire ou est-ce que ça peut être condamnable? Alors là, il y avait deux choses. On peut invoquer le recours à la légitime défense dans ces cas-là, parce qu'elle s'est faite attaquer par ce groupe armé et parce que c'est le Conseil de sécurité qui a autorisé les frappes. Et donc ça tombe sous la possibilité sous la licéité en droit international parce que le Conseil de sécurité a la possibilité d'autoriser. Et donc en 2015, la France, mais pas que la France, avait été autorisée par le Conseil de sécurité. J'ai plus le numéro de la résolution. Et dans la résolution, là pour le coup, il parle effectivement de terrorisme, de terreur infligée par les groupes armés. Et puis ça venait aussi en réponse à des attaques commises sur le territoire français en plus. Donc, et c'était donc sous l'aval du Conseil de sécurité. Quelques perspectives d'avenir quand même pour ouvrir un peu les choses, bien que vous soyez assez pessimiste. Oui, moi en fait sur la guerre, je pense que la priorité absolue c'est que la guerre puisse cesser et que ce sera la priorité. Mais je suis extrêmement pessimiste sur ce conflit parce que pour moi la solution à deux États c'est ce que je disais avec Mariette, c'est que c'est un mythe finalement qui a été mis en place par la société internationale. Qui a décidé de la partition, qui a imposé les paramètres politiques de la résolution du conflit sans jamais tenir compte de ce que les populations au niveau local souhaitaient. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne fonctionne pas cette solution. C'est que finalement, est-ce que les populations en voulaient initialement? Aujourd'hui encore, on continue de promouvoir cette solution-là à travers l'autorité palestinienne, qui est elle-même le fruit de la production de la société internationale avec les accords d'Oslo. Et donc, je ne suis pas sûre que dans l'état actuel, aujourd'hui, quand vous allez en Palestine, il y a une seule autorité, c'est Israël. Où que vous soyez dans une ville, en zone A, sur une route, sur un axe routier, que vous passez un barrage checkpoint, c'est Israël qui a l'autorité. Et un Palestinien en Cisjordanie, de sa naissance à sa mort, toute sa vie est contrôlée aujourd'hui par l'État israélien. L'État civil est contrôlé par Israël en Palestine, etc. Donc aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule autorité de la Méditerranée au fleuve Jourdain. Et donc, certains, alors moi j'ai pas forcément encore d'avis sur la question parce que c'est quand même très compliqué, mais certains commencent à dire, et en Israël et en Palestine, peut-être que la solution c'est un État commun entre ces deux espaces, au sein duquel existeraient celles et ceux qui le souhaiteraient, et donc de plus en plus de voix, avec évidemment bien sûr une égalité de droits civiques et politiques, mais ça remettrait évidemment en question le caractère juif de l'État d'Israël, parce que si vous avez une égalité de droits, vous remettez forcément ce critère-là en question. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en avant de plus en plus. En Israël, vous avez des intellectuels qui le prônent, en Palestine aussi. Edward Said notamment en parlait beaucoup après Oslo, mais évidemment, encore une fois, je ne suis pas sûre que des solutions politiques qui soient imposées par l'extérieur puissent être mises en œuvre ensuite. Merci beaucoup Insaf pour cette séance Merci, bravo. très riche. Merci beaucoup.